Bonjour à vous voyageurs. Certaines régions du monde semblent normales jusqu'à ce que quelqu'un y disparaisse. Et dans les Carpates, ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Le 23 novembre, un jeune randonneur britannique s'est évanoui dans le paysage à 2 pas du château de Bran. Un appel de détresse, un sac retrouvé, une position identifiée, puis plus rien. En Roumanie, certains habitants disent que c'est la montagne qui décide qui revient. Et en enquêtant, j'ai compris quelque chose. Le lieu n'est pas seulement beau ou historique, c'est un seuil. Un endroit où les chemins changent, où le temps glisse et où l'on peut sortir du monde sans s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, on va regarder ce dossier en face, car ce que j'ai découvert va bien au-delà du mythe de Dracula. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne, la carte du surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez aussi qu'on est en direct ici sur YouTube tous les mercredis à 21h et que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Le 23 novembre 2025, un étudiant britannique de 18 ans disparaît en pleine randonnée entre Poiana Brasov et le village de Bran. Il s'appelle George Smith. Un trajet court, balisé, fréquenté, et pourtant, au bout de 10 jours de recherche, aucune trace. Les équipes ont mobilisé tous les moyens disponibles et rien. Et ce silence dans cette région précise réveille immédiatement quelque chose, car ceux qui connaissent les Carpates le savent, autour de Bran, les disparitions suivent un schéma presque trop régulier. Ce garçon n'est pas un cas isolé, c'est un point supplémentaire sur une carte déjà constellée de disparitions étranges. Et puis évidemment, c'est aussi juste à côté du château de Dracula, un point qu'il va falloir éclaircir dans notre enquête. Les massifs autour de Bran, il y a Boussegui, Piatra, Poiana, je ne dis pas les noms en entier parce que je prononce très mal le roumain, sont un ensemble de vallées abruptes, de gorges et de forêts si denses qu'elles semblent avaler la lumière dans l'après-midi. Les disparitions sont nombreuses et elles sont rapportées par Salvamont. Alors Salvamont, c'est l'équivalent roumain de nos équipes de secours en montagne, un service ultra entraîné qui gère chaque année des centaines d'opérations de sauvetage. Le site Apacheta l'explique très bien, je cite, « Reconnue d'utilité publique en Roumanie, cette association regroupe l'ensemble des sauveteurs de montagne du pays. Elle est en charge de la gestion des secours et du sauvetage en montagne et elle bénéficie d'un large réseau déployé sur l'ensemble des Carpates roumaines avec de nombreux chalets et refuges de secours installés au pied ou à l'intérieur des massifs. Salvamont, c'est donc un service national très respecté qui regroupe plein de sauveteurs spécialisés. Ils utilisent des drones thermiques, des chiens pisteurs, des hélicoptères et ils publient régulièrement leur bilan. Et chaque année, leur rapport montre la même chose. Dans cette zone, autour de Bran et de Brasov, on retrouve des randonneurs égarés, des personnes totalement désorientées et parfois des cas qui restent sans explication. Et d'une année à l'autre, leurs dossiers se ressemblent. Des randonneurs perdus en quelques minutes, des marcheurs qui sont retrouvés hagards sans savoir comment ils ont dévié du sentier, des appels d'urgence qui s'interrompent soudainement, et parfois des personnes qu'on ne retrouve jamais. Là, on va repréciser 2 éléments importants concernant la disparition de George Smith dont on parle aujourd'hui. 2 éléments qui, mis bout à bout, créent un malaise difficile à évacuer. D'abord, George avait lancé un appel de détresse. Les équipes de Salvamont ont donc pu trianguler sa position. Elles savent précisément d'où l'appel est parti. Et pourtant, comme elles le disent elles-mêmes dans un article relayé par CNews, nous ne comprenons pas où il a pu aller. Ensuite, il y a son sac à dos. Alors on l'a retrouvé, posé là, exactement à l'endroit où il avait passé son appel. Et à l'intérieur, il y avait du matériel de randonnée, de la nourriture, tout ce dont un jeune homme perdu aurait eu besoin pour survivre quelques heures de plus. Et pourtant, George n'était plus là. Ce genre de détails, l'appel localisé d'un côté, les possessions retrouvées de l'autre, c'est le type de configuration qui nous renvoie immédiatement à 2 grandes familles de disparitions mystérieuses, le Dyatlov Pass et les dossiers Missing 411. Alors au Dyatlov Pass, dans l'Oural, les enquêteurs avaient retrouvé des traces qui semblaient d'abord parfaitement rationnelles. Un campement bien installé, des affaires abandonnées. Mais la logique se brisait d'un coup. Les 9 randonneurs avaient fui en pleine nuit, parfois
pieds nus, sans raison compréhensible, et leurs traces menaient vers un paysage où plus rien ne s'expliquait. Et dans les Missing 411 aux États-Unis, compilés pendant des années par David Paulides, on retrouve ce même motif obsédant, des personnes localisées avec précision au moment de leur détresse, souvent grâce à un appel ou à un témoin, puis au moment où les secours arrivent, plus rien. À la place, des vêtements soigneusement déposés, des sacs intacts, des objets rangés comme si la personne avait fait une pause avant de disparaître. Dans ce genre de dossier, ce qui perturbe toujours, c'est autant ce qu'on retrouve pas que ce que l'on trouve et qui fait pas sens. Ce vide soudain entre le dernier signe de vie et l'absence totale de traces. Comme si le monde avait, l'espace d'un instant, changé de règle. Aujourd'hui encore, on trouve sur le Reddit Romania notamment des témoignages de randonneurs qui disent « le GPS tournait en rond » ou encore « comme si le sentier avait bougé » ou même « je suis revenu au même point sans même m'en rendre compte », la forêt semblait se refermer. Et cette rupture soudaine dans la logique, elle n'est pas nouvelle. Dans les Carpates, autour de Bran, elle se répète depuis longtemps. Les archives racontent exactement la même histoire. Dans les registres austro-hongrois conservés à Brașov, plusieurs rapports du XIXe siècle signalent des voyageurs, messagers, bergers disparus autour de Bran. Ceux qui sont retrouvés décrivent souvent la même chose. Une brume soudaine, une perte de repères ou la sensation d'être observé dans la forêt. Et ces archives mentionnent donc plusieurs disparitions, et notamment en automne. Et si on remonte encore avant, au XIVe et XVe siècle, les colons saxons installés à Brașov tenaient des journaux et des chroniques d'une précision exceptionnelle. Et on retrouve dans ces manuscrits médiévaux un terme fascinant. Ils décrivent la région de Bran comme un Wald des Schweigens, c'est-à-dire une forêt du silence. Un endroit où le vent ne répond pas, les oiseaux se taisent et l'homme devient seul, même lorsqu'il marche à plusieurs. Plusieurs de ces chroniques évoquent la disparition de chasseurs et de cavaliers. Certains sont retrouvés plus tard, affaiblis, incapables d'expliquer où ils avaient été, comme s'ils avaient dormi dans la montagne. Et certains bergers transylvaniens racontaient que certains troupeaux ne revenaient jamais des forêts. On retrouvait parfois des bâtons de marche, des sacs éventrés, mais aucun corps. Et ça, on le voit très bien dans le Siebengursich Chronique, qui est un manuscrit saxon sur la région de Brașov, qui a été écrit par George Krauss et qui est daté de 1864. En fait, à l'intérieur, il compile des récits transmis depuis le Moyen-Âge, dont les fameux témoignages des premiers colons saxons. Comme d'habitude, je vous fais mon petit encart semi-publicitaire puisque vous savez que cette vidéo est sponsorisée par vous. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis maintenant un peu plus d'1 an. On est vraiment très contents du succès de la chaîne. Merci à tous. Vous savez aussi qu'il est parfois difficile, et nos 2 dernières vidéos l'ont montré, de faire un peu percer nos sujets qui sont à la fois mystérieux, surnaturel, étrange, ce qui n'est pas toujours facile à faire connaître, mais qui de plus sont très transversaux. Vous voyez qu'on aborde plein de sujets différents. Donc si vous souhaitez nous aider, et notamment si vous faites partie des 500 premières personnes à voir cette vidéo, car c'est grâce à vous que l'algorithme de YouTube décidera ou pas de recommander un peu plus loin, vous pouvez comme d'habitude nous laisser un pouce, un commentaire, nous encourager avec la fonction Boost qui apparaît quand vous mettez le j'aime sur téléphone portable, et continuer à faire connaître nos recherches en partageant cette vidéo avec d'autres personnes que cela peut intéresser. Je vous laisse revenir au sujet. Et par la suite, à partir du XVe siècle, Bran devient un poste stratégique entre la Transylvanie et la Valachie, et des éclaireurs ottomans disparaissent lors de patrouilles. Des prisonniers transférés depuis la forteresse ne parviennent jamais à destination. Des guides locaux refusent catégoriquement de passer par certaines clairières que les récits appellent des poiéniles du Huri, c'est-à-dire des clairières des esprits. Alors cette expression, elle apparaît dans plusieurs recueils ethnographiques roumains du XIXe siècle et fait référence à des zones considérées comme sacrées ou dangereuses. On trouve trace de ces événements dans plusieurs ouvrages, mais je vous cite ceux qui sont accessibles en français ou en anglais.
et donc ceux que j'ai pu consulter parce qu'en fait, comme vous l'aurez compris, je ne parle pas le roumain et je ne sais pas plus le lire. Il y a donc le fameux Dracula de Matei Kazaku, qui est un travail universitaire sur l'histoire de Vlad Tepes et les routes militaires, et il y a aussi Dracula Prince of Many Faces de Florescu et McNally, donc que vous pourrez trouver assez facilement. Et déjà, la région gardait une réputation de lieu où on entre et d'où parfois on ne revient pas. D'ailleurs, dans plusieurs recueils ethnographiques du XXe siècle, dans les années 1930-1960, on retrouve cette notion des zones où les sentiers disparaissent, des clairières qui semblent changer de forme, des alignements d'arbres qui tournent autour du voyageur. Ion Guinoiu, dans son dictionnaire de mythologie roumaine, utilise même l'expression locuri Shimbataore, c'est-à-dire des lieux changeants. Et il décrit des zones dans les Carpates où, je cite, « l'espace avance ou recule selon celui qui le traverse ». Alors, bien que nous glissions comme toujours dans l'étrange, il faut aussi faire un point concret sur la zone autour du château de Bran, qui est connue pour être particulièrement dangereuse. Alors il y a des lieux qui sont quand même très connus pour leurs accidents et leurs difficultés. Il y a Shele Rasnovei avec des gorges très abruptes et plusieurs chutes mortelles, Piatra Kraouli, qui est une chaîne rocheuse ultra technique, et les forêts profondes de Poiana Brasov avec une orientation assez difficile et du brouillard qui peut arriver à n'importe quel moment. Et soyons clairs, un randonneur même expérimenté peut disparaître en 20 minutes dans ce genre de terrain. D'ailleurs, et c'est assez triste à noter, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a une news qui vient de paraître sur le site Shropshire Star. Ils viennent d'interrompre les recherches concernant George Smith pour cause de neige intense. Et l'endroit est clairement accidentogène. Toute la région autour de Bran et de Brasov, c'est une formation complexe avec un massif montagneux réputé pour ses arêtes extrêmement étroites, des forêts denses où l'on perd l'orientation en quelques minutes et des montagnes aux ravins profonds, théâtre de plusieurs accidents mortels. Et avant d'aller plus loin, on peut raisonnablement se poser la question, comme pour le château de Uska, pour lequel nous avons dédié un épisode complet à l'occasion d'Halloween, pourquoi ces châteaux sont-ils construits dans des zones aussi dangereuses? Alors on va enquêter un peu sur cet aspect. Première raison, la raison stratégique classique, la hauteur protège. En fait, dans les montagnes, les forteresses, elles ont un avantage évident. Elles permettent de surveiller les vallées, elles contrôlent les passages et elles sont assez difficiles à attaquer. Et dans les Carpates comme ailleurs, un château sur un éperon rocheux permettait de voir l'ennemi arriver des heures, voire des jours à l'avance. Même si la légende dépasse parfois la réalité, la raison stratégique n'est pas complètement absurde. Et puis, il y a une autre raison évidente, c'est le fait de contrôler un point de passage rentable. Parce qu'en fait, Bran, c'est pas seulement une frontière militaire, c'est un poste douanier à partir du XIVe siècle. Les marchands doivent payer des taxes pour traverser le col. Un endroit extrêmement difficile d'accès peut être un endroit très lucratif si c'est la seule route viable. Et ça, c'est un principe historique, plus le terrain est escarpé, plus il est facile d'y imposer un péage. Alors ça, c'est très rationnel, mais on peut aller encore un peu plus loin. Parce qu'on peut aussi y voir une sorte de raison mythologique. En fait, les anciens construisaient sur des points forts. Bien avant le Moyen-Âge, les Daces, et avant eux d'autres peuples, avaient tendance à construire sur des hauteurs, à ériger des sanctuaires sur des reliefs abrupts et habiter des zones considérées comme puissantes ou dangereuses. Parce qu'effectivement, dans les Carpates, on retrouve des vestiges de sanctuaires sur des crêtes réputées inaccessibles. Et ces lieux, ils n'étaient pas choisis pour leur confort, ils étaient choisis parce qu'ils étaient chargés en énergie et en croyance. Construire dans un endroit dangereux pour se protéger de ce qui vit en bas, c'est une explication folklorique très ancienne qu'on retrouve aussi dans toute l'Europe. Les châteaux perchés protègent non pas d'un ennemi humain, mais des créatures, des esprits ou des forces supposées hanter les vallées. En fait, construire en hauteur, ça peut être une manière symbolique de s'extraire d'un paysage mal perçu. C'est exactement la même logique qu'à Uska, en Bohême. Il n'est pas bâti pour défendre, mais pour sceller
un endroit jugé dangereux. Dans les zones où le paysage semble instable, où les disparitions se multiplient, où les traditions parlent de portes, de passages, de clairières interdites, les humains ont parfois construit des forteresses pour à la fois baliser le territoire, imposer un ordre sur le chaos, délimiter un espace stable et ancrer le monde humain dans un lieu jugé incertain. Les châteaux deviennent alors des marqueurs de frontières entre deux réalités. Et c'est là qu'on bascule vraiment dans l'étrange. Bran, il est en plein dans le triangle d'anomalie des Carpates que nous avons déjà défini sur cette chaîne. Sachez que j'ai une carte au format interactif qui est disponible pour les membres de la chaîne. Je vous en montre un extrait à l'écran. Et nous avions défini ce triangle des Carpates avec 3 points principaux. Le château de Julia Has II qui est hanté, la forêt de Oyabasiu, dont je parle aussi dans mon livre, j'en ai fait un chapitre complet, et le village englouti de Geamana, qui est plus contemporain, mais tout aussi effrayant. Et je vous avoue que sur la carte, j'avais pas encore posé le point concernant le château de Bran, tout simplement parce que je le trouvais presque trop folklorique et pas assez surnaturel. Mais regardez, comme par hasard, il est exactement dans la zone définie. La carte est donc mise à jour pour ceux qui veulent regarder. On va approfondir sur toutes ces coïncidences, mais là, il faut évoquer la question évidente qui plane au-dessus de cette enquête. Car les articles le mentionnent bien, George Smith a disparu aux alentours du château de Bran, qui est considéré comme le château de Dracula. Pourquoi le château a-t-il cette réputation? Quelles sont les légendes étranges qui tournent autour de ce lieu? Vous allez le voir, en fait, la réalité est plus surprenante que la fiction. Bran est construit en 1377 par les Saxons de Kronstadt, qui s'appelle aujourd'hui Brasov. Et sa fonction n'a rien de surnaturel. Le château est là pour protéger le col, surveiller les passages et contrôler les routes commerciales entre la Transylvanie et la Valachie. Ce que l'on sait pour sûr, c'est que le château de Bran a réellement été important pour résister aux incursions ottomanes. Mais bien que le tourisme en fasse son point central d'exploitation, il n'existe en fait aucune preuve que Vlad l'Empaleur y ait vécu. Clairement, il n'y a pas de registre, il n'y a pas de chronique locale et il n'y a pas de présence attestée. Au mieux, Vlad III aurait traversé la région ou été emprisonné brièvement à Bran, mais c'est pas prouvé. Et pourtant, c'est un château que l'imaginaire collectif a désigné comme la demeure de Dracula. Alors pourquoi? Parce que c'est le seul château médiéval transylvain visuellement gothique, accessible, photogénique et associé à une figure du mal. Mais c'est un château hanté par ses propres fantômes, qui n'ont rien à voir avec notre fameux vampire. J'ai fait une synthèse de légendes locales que l'on retrouve mentionnées à la fois dans la tradition orale et sur certains blogs et forums spécialisés, dont un excellent résumé qui a été publié par Sierra's Journée sur Thread. Alors au château de Bran, nous avons, bien évidemment faut-il le dire, une dame blanche. Ça serait une noble femme morte tragiquement, selon le folklore, soit trahie par un amant, victime d'un complot, ou injustement accusée. On la verrait parfois dans les couloirs du château, avec une robe blanche flottante, errant dans les couloirs ou près de l'ancien jardin. Alors c'est un archétype très européen, mais il existe bel et bien des témoignages contemporains d'une dame blanche à Bran. Il y a aussi l'affaire du moine emmuré. Une légende raconte qu'un moine aurait été enterré vivant dans les murs du château pour avoir protégé une relique, voire même pour des rites interdits. Des visiteurs affirment entendre des bruits de pas derrière les murs, des murmures ou une impression persistante d'être suivi. Et puis, il y a aussi les fameux enfants du château. On parle de rires d'enfants, de courses légères dans les couloirs, de silhouettes de petite taille portant de vieux vêtements. Là encore, c'est pas lié à Dracula, mais aux nombreuses époques d'assauts et d'épidémies qui ont frappé la région. Et puis, il y a des phénomènes inexpliqués plus modernes, il y a des visiteurs et des enquêteurs paranormaux qui rapportent des lumières qui vacillent, des zones glaciales soudaines, des ombres mouvantes, des orbes photographiés comme toujours par hasard, des EVP, donc des phénomènes de voix enregistrées contenant des murmures, des sanglots et des petits pas. Et ça, soyons clairs, c'est le genre de phénomène récurrent dans les lieux ayant une longue histoire, des fonctions multiples, plusieurs couches de tragédie,
et un isolement géographique notable. En fait, Bran, avant d'être un décor de fiction, c'est un château qui a vraiment servi en période de guerre, de peste et d'enfermement. Alors c'est pas le château de Vlad Dracul, mais c'est peut-être pire. Il n'a pas besoin de Dracula pour devenir un lieu inquiétant, parce que le folklore s'en est chargé bien avant lui. Et ça nous mène directement vers les créatures les plus redoutées des Carpates. Parce que la Transylvanie, c'est une des zones les plus riches en folklore d'Europe. Et certaines entités sont directement liées aux disparitions. Il y a les Strigoi. Alors les Strigoi, c'est pas les vampires hollywoodiens, c'est des revenants, des êtres entre deux mondes qui sont capables de tromper la perception, attirer un voyageur hors du sentier ou de provoquer un état de confusion profonde. Et donc on le rappelle, les villages autour de Bran rapportaient des cas de marchands retrouvés après 3 jours, croyant avoir marché seulement 1 heure. Et il y a aussi des vieux récits qui racontent que certains hommes étaient retrouvés vidés de leur force, incapables de marcher, comme si la montagne leur avait pris quelque chose. Et en plus des Strigoi, on retrouve les Yélés. Les Yélés, c'est les créatures les plus redoutées des forêts roumaines. Ce sont des esprits féminins, lumineux, invisibles ou à peine entrevus. On dit qu'elles apparaissent dans des clairières circulaires où l'herbe est brûlée. Vous savez, ces clairières dont on entend souvent parler en Roumanie. Les légendes racontent qu'elles peuvent séduire, perdre ou faire disparaître un voyageur pendant des jours. Certains reviennent, d'autres non. Et leurs récits ressemblent en fait étrangement aux témoignages modernes qui disent « j'ai entendu une voix, j'ai cru voir quelqu'un dans la forêt » ou encore « le chemin n'était plus le même ». Plusieurs contes médiévaux racontent que ceux qui suivent les Yélés s'égarent dans un autre temps. Moi, ça fait partie des choses qui me fascinent le plus. Il y a ces forêts vivantes. En fait, dans les Carpates, certaines zones sont considérées comme mobiles. Des forêts qui changeraient subitement, comme si l'espace se repliait sur lui-même. Ce mythe, il existe depuis l'Antiquité d'As, puis dans les chroniques saxonnes, puis dans les témoignages récents, avec toujours la même sensation, le territoire bouge avant que l'homme ne puisse s'en rendre compte. Et ça, il y a Simeon Florea Marian qui en a parlé dans son livre qui est daté de la fin du 19e siècle, dont je ne peux pas prononcer le nom et que je vais vous mettre à l'écran. Il y parle de lieux considérés comme nephiaxés, non fixes, où le paysage joue contre le voyageur. Et les anciens affirmaient que la forêt se déplace la nuit et l'homme qui entre au mauvais moment n'en ressort pas par le même monde. Dans les études sur la mythologie d'As, plusieurs textes, notamment cités par Mircea Eliade, parlent de zones sacrées qui ne se laissent pas passer sans rituel, sous peine de perdre la mémoire, perdre sa direction, voire même de revenir par un autre temps. Dans ses ouvrages From Primitive to Zen et Patterns in Comparative Religion, Mircea Eliade ne parle pas littéralement de forêt mobile, mais il parle d'espaces liminaux, réversibles, où le territoire lui-même subit des variations dans sa perception. Et ça, c'est des interprétations qui ont été reprises par des chercheurs roumains dans les années 70. On l'a donc vu, bien que le château de Bran ne soit pas le vrai château de Dracula, il concentre un imaginaire puissant, un tourisme sombre, des récits modernisés de vampirisme et des anciennes routes forestières où se perdaient déjà les voyageurs médiévaux. Et surtout, il est situé dans une zone de passage entre les mondes, raison pour laquelle j'avais déjà défini un triangle des Carpates sur cette zone. Alors, on va refaire le point à la lumière de nouveaux éléments liés à cette disparition récente. Il y a plusieurs marqueurs qui font de la région de Boucéguy, Oyabasiou et Bran un espace liminal. Il y a déjà la présence d'entités qui peuvent être considérées comme des gardiennes de seuil, notamment le sphinx de Boucéguy et les babélés. Dans tous les mythes, les sphinx, les géants de pierre, les têtes sculptées ou les visages rocheux sont des gardiens de passage.
Et ça, on en avait déjà clairement parlé, le sphinx des Boussegui est décrit comme une sorte de sentinelle qui veille silencieusement sur la vallée. Et les babélés, qui sont des structures rocheuses associées à des vieilles femmes, c'est un autre archétype du seuil et elles forment un cercle naturel de figures pétrifiées. Et ça, c'est des marqueurs clairs de liminalité. Là où il y a un gardien, c'est qu'il y a un passage. Il y a aussi des alignements, des triangles, des géométries sacrées et des monticules mystérieux. La zone est décrite comme parsemée de pyramides telles que celle de Sona, des monticules artificiels, des alignements potentiels liés à des triangles magiques d'As. Les cultures anciennes utilisaient ce type de géométrie pour marquer des lieux où la frontière entre les mondes est plus fine, avec des sortes de lignes invisibles qui traversent les Carpates. Et ça aussi, c'est un vocabulaire typique des zones liminales avec des lignes, des veines, des axes, des portes. On parle aussi de ces fameuses clairières circulaires sans végétation, les cercles vides. On en avait parlé et vous connaissez peut-être la fameuse clairière de Padurea Rotunda dans la forêt de Oyabatsu, qui est un chef-d'œuvre de liminalité, un cercle parfait avec une absence d'arbres inexpliquée, des phénomènes observés précisément dans cette zone. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les vidéos dédiées ou à acheter mon livre parce que j'en parle clairement. Et c'est le même type de clairière que celle dans lesquelles apparaîtraient les yélés, ces créatures féminines dont on vient de parler. En fait, les clairières circulaires sans cause naturelle, ce sont des seuils mythologiques fréquents. C'est l'équivalent d'un passage vide entre plusieurs réalités. Et il y a aussi toutes ces disparitions avec des perturbations du temps. En fait, la perte de repères spatio-temporels, c'est aussi une signature forte des espaces interstitiels dans les traditions européennes. Sans oublier tous ces dysfonctionnements électroniques et les perturbations physiques. À Oyabatsu, il y a notamment des appareils qui cessent de fonctionner, des nausées, des frissons, des maux de tête et des phénomènes lumineux. Et dans la région du Boussegui, qui est donc beaucoup plus proche du château de Bran, il y a des théories qui évoquent des barrières énergétiques et des anomalies électromagnétiques. Et là encore, dans le domaine du paranormal, ce sont des marqueurs d'un point de rupture entre deux environnements énergétiques. Et en fait, c'est un espace liminal technique. Et pour rajouter à tout ça, il faut aussi dire que la zone concentre des ruines hantées, des villages engloutis, des châteaux spirites, comme une sorte de lieu de passage des morts. Il y a le fameux château de Julia Has II qui a été construit pour communiquer avec l'au-delà. Il y a des villages abandonnés, des ruines associées à des âmes tourmentées et le village de Geamana, littéralement englouti, est devenu un miroir toxique du monde vivant. Les espaces où vivent les vivants mais où subsistent les morts sont donc des zones liminales par excellence qui ne sont ni pour l'un ni pour l'autre. Au niveau de ce folklore, il y a les strigoi, on l'a dit, les pricolis, les yélés, et puis il y a toutes les créatures liées à l'idée de transition entre les mondes. Parce que ces strigoi morts qui sortent de la tombe, les pricolis qui sont entre le vampire et le loup, et les yélés qui apparaissent dans des clairières, qui attirent, qui perdent et qui déplacent, tout ça, ça fait quand même un faisceau d'indices convergents assez impressionnant pour cette zone. Et quand un folklore regroupe autant d'entités hybrides, cela signale un territoire perçu comme un passage. Il y a aussi ces théories contemporaines de cavités, de tunnels, d'archives secrètes, de mondes intérieurs. Alors que la théorie soit fictionnelle ou non ne change rien à son rôle narratif, elle prolonge la perception de Boussegui comme un lieu creux, traversé, bourré de tunnels contenant des salles, des archives, des portes. Et là, les mythes modernes reprennent exactement la fonction des mythes anciens, dire que cette montagne, que ces montagnes sont un lieu d'accès. Alors, quand on replace tous ces éléments, les disparitions, les témoignages modernes, les anomalies, le folklore, cette géographie ne pardonne pas et il y a une image qui se dessine. C'est pas celle du château de Dracula, mais celle d'une zone qui fonctionne comme un seuil. Un endroit où l'on entre, mais d'où certains ne reviennent pas. Et la disparition du jeune George Smith nous rappelle
que ce n'est pas une histoire ancienne. C'est maintenant et c'est ici. Alors bien évidemment, toute ma compassion va à sa famille et à ses proches qui traversent une période terrible. Il faut savoir que certains lieux ne demandent pas à ce qu'on les comprenne, ils ne demandent qu'à ce qu'on les écoute. Voilà, j'espère que cet épisode qui est venu s'intercaler dans notre série sur l'Atlas des mondes perdus, qui reprend dès la semaine prochaine, vous aura intéressé. Là, j'ai souhaité laisser la place à l'actualité puisque cette disparition est récente et que ça nous permettait de revenir sur cette zone vraiment très étrange, tout en éclairant l'histoire du château de Bran, château de Dracula, dont on n'avait pas encore parlé sur cette chaîne et je pense que vous comprenez pourquoi on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant. Je vais faire comme d'habitude, vous laisser ici et là des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. Si vous voyez le bouton like avant qu'il s'enfonce dans un tunnel mystérieux, n'hésitez pas à l'attraper. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao. Bonjour la team bêtisier qui regarde jusqu'à la fin. Je vais pas réussir à le dire. Je vais abrévier le mot parce que là je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Et c'est fini ton. Ah d'accord, la batterie est épuisée. D'accord. Eh, salut!